La programmation orientée objet, c'est à propos de l'héritage, des classes, ou bien même c'est à propos du concept d'objet. Bien, je vous dirais que ce n'est rien de tout ça. Bon, rien de tout ça directement et on va voir pourquoi est-ce que je dis ça. Alors premièrement, nous allons faire un petit historique par rapport à ce que j'ai pu découvrir dans la programmation. Notamment, j'ai commencé avec le paradigme procédural. Donc la programmation procédurale, c'est la chose avec laquelle tout le monde commence. Mais après, j'ai pu découvrir la programmation orientée objet et ça a été vraiment un vrai changement. Parce que le fait de pouvoir modéliser les choses à l'aide d'objets, c'était vraiment incroyable. Mais après, j'ai découvert quelque chose d'un peu plus incroyable, c'est la programmation fonctionnelle qui m'a apporté beaucoup de choses. Notamment, il y a vraiment un solide fondement théorique et mathématique donné dedans et franchement, c'est super bien. Et c'est ça qui a fait que pendant pas mal de temps, je préférais la programmation fonctionnelle par rapport à la programmation orientée objet, mais on pourra voir ça justement tout à l'heure. Parce que ce que je peux dire, c'est que j'ai pu redécouvrir la programmation orientée objet, mais cette fois-ci dans ses origines et dans les intentions de base. Donc sans plus tarder, allons regarder de quoi cela retourne. Donc la programmation orientée objet, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça et surtout, peut-être vous avez entendu parler des 4 piliers de la programmation orientée objet. Alors nous avons comme pilier l'héritage, nous avons aussi le polymorphisme, l'abstraction et aussi l'encapsulation. Je pourrais faire une vidéo pour chacun de ces 4 sujets, mais on va s'arrêter à une brève description parce que le but ici est plutôt de vous expliquer un peu plus sur la programmation orientée objet en général et mon point dessus. Donc nous allons commencer avec l'héritage. Alors lorsqu'on parle d'héritage, je pense que vous savez ce qu'on peut faire. On peut faire une sorte de hiérarchie de classes entre elles et permettre en fait de pouvoir réutiliser du code d'une classe parente à une classe enfante, de pouvoir faire du sous-typage, etc. Donc il y a plein de facultés qu'on peut faire avec l'héritage, mais le souci c'est que l'héritage vient aussi avec ses défauts, hein. Donc à beau être puissant, il y a aussi pas mal de problèmes qu'il y a dedans, et même en fait, ce qui fait qu'en termes d'utilisabilité, ben on n'est pas bon. Pour expliquer ceci, ben il suffit juste de voir en fait, on peut voir ici que l'héritage ne peut être exploité que lorsque on hérite dans une sorte de représentation, ben une arborescence. Et de ce fait, il n'y a pas beaucoup de situations où on a besoin. Les situations où on aurait réellement besoin d'héritage sont beaucoup plus rares que les situations où on peut utiliser la composition. C'est pourquoi la composition est préférée par rapport à l'héritage. Donc je pourrais en parler davantage à propos de ça. Mais donc il faut savoir que tous les endroits où on peut utiliser l'héritage, on peut utiliser la composition et le code sera, dans la majorité des cas, plus maintenable qu'avec de l'héritage. Et donc voilà, c'est juste pour dire que l'héritage aussi est un concept un petit peu cassé malheureusement parce que bon, c'était séduisant à l'époque où c'est arrivé, mais il faut aussi voir quels sont les problèmes qui vont avec. Nous avons aussi après le polymorphisme. Alors le polymorphisme, c'est un peu spécial parce que ça permet en fait à une fonction ou un nom de fonction ou une méthode quoi de pouvoir en fait accueillir un nombre spécifique ou un nombre non déterminé d'objets. Donc on voit poly, plusieurs, morphes, donc plusieurs formes, donc une fonction qui peut prendre des objets de différentes formes et donc appliquer cela donc en tant que contexte. Donc il faut juste savoir que le polymorphisme peut être utilisé en programmation orientée objet, mais aussi en programmation fonctionnelle. Après, nous avons l'abstraction. Alors l'abstraction aussi, c'est une façon de pouvoir cacher l'implémentation spécifique des méthodes dans un code ou même des fonctions en tant que telles, et donc de définir une sorte de protocole qui va permettre d'interagir avec l'objet en question. Donc la chose qu'il y a, c'est que l'abstraction peut tout aussi être utilisée en programmation fonctionnelle. Donc il y a aussi d'autres manières et méthodes de le faire, hein. Donc que ce soit avec des interfaces ou avec Haskell, peuvent utiliser en fait des data types. Donc il y a ce genre de choses qui existent. Nous avons après l'encapsulation. L'encapsulation permet de pouvoir protéger des valeurs et des champs. Donc on met à la fois des données et des fonctions dans un seul et même endroit, ce qui permet en fait de bien protéger les éléments et les données de base. Donc l'encapsulation est quelque chose que j'ai trouvé super bien dans la programmation orientée objet. On pourrait le faire dans la programmation fonctionnelle, mais il faudrait utiliser la notion de module, et je trouve que c'est un peu moins bien fait qu'en programmation orientée objet. Donc je dirais que programmation orientée objet, dans l'encapsulation, ils sont quand même assez bien dans la plupart du temps, mais voilà, c'est vraiment chacun sa façon de voir. Donc on peut dire qu'il y a aussi une partie qui peut être faite en programmation fonctionnelle, mais j'ai une petite préférence pour la programmation orientée objet.
Mais si vous n'êtes pas d'accord, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc ici, on peut voir que nous avons 4 piliers. Donc l'héritage, le polymorphisme, l'abstraction, l'encapsulation. Et parmi ces piliers, un n'est plus très recommandé aujourd'hui. Et les 3 autres, en fait, se retrouvent aussi, en quelque sorte, dans la programmation fonctionnelle. Et la programmation fonctionnelle offre aussi d'autres éléments dont je n'ai pas parlé. Mais si vous voulez voir, il y a quelques vidéos sur la programmation fonctionnelle que j'avais faites. Donc n'hésitez pas à regarder. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est ce qui faisait que pour moi, la programmation orientée objet n'avait pas grand-chose à m'offrir par rapport à la programmation fonctionnelle. Et pendant une longue période, je n'avais pas vraiment apprécié la programmation orientée objet à sa juste valeur, mais c'est à cause de son évolution. Parce que la programmation orientée objet n'était pas comme ça de base. Donc on parle aujourd'hui d'héritage, de classe et d'objets, mais ce n'était pas vraiment ça le focus. On peut regarder dans l'historique que nous avons un langage qui a été créé, donc c'est l'un des pionniers de la programmation orientée objet, c'est le langage Smalltalk qui est sorti en 1972, produit par Alan Kay et son équipe. Alors pour comprendre un petit peu l'orientation qu'il y a quand on parle de la programmation orientée objet, parce que moi je connais pas vraiment le Smalltalk, mais je sais qu'il y avait quand même des notions de classe notamment, mais l'équipe d'Alan Kay avait aussi une autre vision lorsqu'il parlait de la programmation orientée objet. On peut lire ça en fait dans l'un des mails qu'Alan Kay avait envoyé à ses clients, et d'ailleurs je l'ai pris et traduit donc en français pour que ça puisse être lu. Alors ça dit ceci, juste un petit rappel que j'ai pris quelques précautions lors du dernier OOPSLA, donc je ne connais pas mais je pense que ça doit être un événement, pour essayer de rappeler à tout le monde que Smalltalk n'est pas seulement sa syntaxe ou la bibliothèque de classe. Il ne s'agit même pas de classe, donc comme vous voyez, on ne parle pas vraiment de classe. Je suis désolé d'avoir inventé il y a longtemps le terme objet pour ce sujet, car il amène de nombreuses personnes à se concentrer sur l'idée la moins importante. Donc comme vous le voyez, l'objet reste quand même là, mais l'idée, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas les classes, et donc ce n'est pas l'héritage qui va avec ces deux concepts. Nous allons voir en fait ce qu'il y a derrière l'orienté objet. En fait, il y a deux concepts importants, c'est le passage de message et la liaison tardive. Pour pouvoir comprendre ces deux notions, il faut juste se concentrer sur une représentation qu'on peut voir, hein. Donc ça c'est Internet, présenté sous la forme d'un réseau interconnecté d'entités. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une sorte de toile, hein, comme on parle du web. Et c'est ce qui se passe, c'est la vision qu'avait Alan Kay lorsqu'il avait créé la programmation orientée objet. C'est qu'en fait, il voulait créer un réseau d'entités vraiment connectés, mais qui sont en quelque sorte indépendants, mais capables de pouvoir communiquer. Il peut y avoir des machines qui s'enlèvent, des serveurs qui se créent, des nouveaux appareils qui entrent dans ce réseau, mais ce réseau reste toujours dynamique, existant et fonctionnel. C'est comme aussi les cellules de notre corps. Lorsque nous avons des cellules, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, mais notre corps en entier continue de fonctionner. C'est un peu le but de la programmation orientée objet, c'est de créer en fait un système complexe qui va être émulé par des comportements et des interactions entre différents objets plus simples. Donc on peut aussi le voir lorsque on regarde notre ordinateur, souvent il y a plusieurs processus qui tournent en même temps, en concurrence parfois, en parallèle parfois, et il y a des logiciels qui peuvent s'arrêter, d'autres qui peuvent continuer, mais il faut que le système continue de tourner. Donc c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est pour ça que on va pouvoir aborder le passage de messages. Donc on peut imaginer un objet, hein, donc, comme ici j'ai pris le réseau web, hein, ça peut être une machine ou un ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'intéresser à la machine en question ou son comportement interne, ceci va être un peu abstrait, mais on va s'intéresser aux messages qu'on peut envoyer à cette machine, donc aux requêtes, comme quand on envoie des informations à un serveur, et donc ces requêtes vont être prises par cette machine va faire un peu son calcul, un peu son ménage, un peu sa cuisine, et va apporter un comportement, une réponse, ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui se passe lorsque on utilise un objet ou une classe, on lui définit des méthodes. Donc ces méthodes sont le moyen de communiquer avec cette classe, d'envoyer des messages à cette classe. Donc on peut même parler de notion de type, pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur les types. Et donc,
il faut savoir que le message est plus important que l'objet. En soi, lorsque ici nous nous concentrons sur l'objet, c'est là où on se concentre sur l'idée la moins intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le comportement par rapport aux données. Donc les données, ça peut varier selon le programme, selon nos besoins, mais il faut que nous puissions avoir un comportement bien délimité, bien construit, ce qui nous permet de pouvoir interagir entre les différents objets. Donc l'important c'est axé sur le comportement. Et on peut voir qu'en fait, il y a quelques similitudes et rapprochements avec la programmation fonctionnelle, qui elle aussi est là pour émuler des comportements complexes à l'aide de fonctions plus simples qu'on va pouvoir combiner. Donc il y a des éléments qui sont assez similaires, mais ici on s'intéresse plutôt au comportement et à l'interaction entre différents objets qui peuvent parler entre eux. Donc ils forment aussi un réseau. Donc c'est un autre paradigme en termes de visualisation. Nous avons aussi la liaison tardive qui, elle, est aussi très importante. Alors lorsqu'on parle de liaison tardive, ça veut juste dire que une liaison, donc une sorte de connexion, de relation peut être faite plus tard, mais là c'est plutôt une liaison par rapport aux fonctions ou aux méthodes. C'est-à-dire qu'une classe, ou un objet plutôt, va recevoir différents types de messages, mais son comportement peut changer. Donc il peut recevoir 2 fois le même message, mais la deuxième fois qu'il le reçoit, son comportement change, parce qu'il y a aussi cette notion d'état dans la programmation orientée objet. Il peut aussi décider de changer littéralement ce comportement ou de méthode. C'est lorsqu'on parle aussi de ce type de binding, lorsqu'on dit est-ce qu'on appelle la classe parente ou est-ce qu'on appelle la classe enfant ou est-ce qu'on appelle le prototype d'un tel autre objet. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on parle de la liaison tardive. C'est que les liaisons sont faites de façon dynamique. Ça veut dire que ce n'est pas pendant qu'on compile le code et qu'on crée l'exécutable et là c'est marqué sur du marbre, mais c'est plutôt au moment où le programme est exécuté, donc qui va décider finalement je vais utiliser ça ou ça. Donc c'est juste pour donner un peu plus de vivacité et d'élasticité, de permettre en fait au programme de pouvoir évoluer. Donc c'était ça le but dans la théorie. Donc on se rend compte que c'est pas toujours possible ou ça marcherait. Ouais, ce n'est pas aussi souple qu'on le penserait, mais ça apporte déjà beaucoup de souplesse parce qu'on peut déjà implémenter les choses et l'envoyer sur du code déjà tournant et ça marche quand même. Donc ça c'est assez cool. Donc voilà pour la liaison tardive. Passage de message et liaison tardive sont les 2 concepts qu'il faut retenir lorsqu'on parle de la programmation orientée objet dans ses origines. Et franchement, c'est 2 notions que j'ai beaucoup appréciées. Je les apprécie beaucoup plus que les 4 piliers de la programmation orientée objet. Il faut reconnaître que ces 4 piliers ne sont pas reconnus dans tous les établissements ou dans toute pensée. Donc c'est vraiment plus une pensée particulière. Et donc moi je trouve que ces 2-là résument vraiment le tout. Donc que ce soit au niveau du passage de message ou la liaison tardive, on peut retrouver justement comme par exemple l'abstraction ou l'encapsulation. Donc ce genre de choses peut se retrouver là-dedans. Et donc moi je trouve que ces 2 notions sont plus faciles à apprendre. Je vois plus de facilité à pouvoir collaborer avec de l'orienté objet et du fonctionnel que quand on regardait en fait avec les 4 piliers, parce que les 4 piliers et les notions de classe en fait cassaient tout à cause de la rigidité qu'il y avait. Donc ces 2 notions-là sont vraiment géniales. Et de plus, j'en avais parlé aussi, ça permet plus d'ouverture, parce que c'est vrai qu'on parle plutôt de la notion de classe, mais moi je préfère plutôt l'augmenter à la notion de type. J'avais sorti une vidéo pour montrer en fait à quel point les types sont bien meilleurs. Donc c'est quand on a défini les algébriques data type qui étaient présents dans la programmation fonctionnelle, en fait on se rend compte que cela peut aussi être utilisé pour la programmation orientée objet et créer une forme d'hybride qui rend le code beaucoup plus puissant et beaucoup plus souple. Donc j'avais sorti une vidéo dessus, donc si vous voulez, vous pouvez aller la regarder. Il y en aura d'autres certainement qui vont sortir sur le sujet. Donc voilà, je voulais aussi faire une petite parenthèse pour parler aussi de 2 autres langages, comme Rust et Go. Donc ces 2 langages sont particuliers parce que ils sont pas vraiment reconnus comme des langages orientés objet parce que il n'y a pas de notion de classe, il n'y a pas de notion d'héritage. Et pourtant, on voit quelques notions qui sont présentes, donc on peut toujours utiliser la composition dedans. On a aussi des notions de late binding, de message passing qui entrent parfaitement dedans. Et
je trouve que c'est vraiment une version beaucoup plus moderne, allégée et souple et efficace de faire de la programmation. Et je trouve que c'est plutôt ça l'avenir de la programmation orientée objet. C'est que nous avons ces deux notions de base, mais sans rajouter la plupart des choses que nous voyons aujourd'hui. Je dis ça simplement parce que c'est un petit peu le problème avec tous les courants de pensée. Ça peut naître dans un endroit selon un contexte, donc ça répond à un besoin particulier selon le contexte de naissance, mais cela peut changer, évoluer, il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises choses qui s'ajoutent. Dans le cadre de la programmation fonctionnelle, ça va parce que c'est quand même quelque chose de plus académique, donc on crée quand même une base ou un noyau théorique par lequel en fait on continue de construire par-dessus, donc c'est quelque chose de solide. Mais pour la programmation orientée objet, c'est plutôt des notions qui sont venues dans l'aspect de l'entreprise généralement, et donc c'est moins cohérent, moins solide, moins rodé. Mais voilà, c'est juste mon avis, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Peut-être que j'ai tort, hein, donc vous pouvez me prouver que j'ai tort aussi. Et voilà, c'était ce dont je voulais parler. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre un petit peu plus par rapport à la programmation orientée objet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager, à laisser aussi un commentaire en dessous si vous voulez nous parler plus en détail sur certaines choses. Donc on vous laissera aussi le Discord. Donc d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.